Aslema, bonjour et bienvenue. C'est l'actualité qui passe directement du siège du SNJT, le temps que je suis encore censurée des médias publics où je suis titulaire malheureusement. Et donc voilà, je lance notre direct de ce jeudi, je crois qu'on est le 13 avril, j'espère que je ne me trompe pas de date. Donc on est le jeudi, comme d'habitude, à 13 heures. On commence notre direct et on va commencer comme d'habitude avec le tour de table. J'attends que Moaz Ateya se joigne à nous pour pouvoir commencer notre direct. Donc, je ne le vois pas encore en train de suivre. J'attends. Voilà. Voilà, il est là, je crois. Voilà, je vais l'accepter. Et il est en cours de joindre notre direct. De quoi on va parler aujourd'hui? Juste après le tour de table, on parlera du cas de notre collègue, la journaliste Monia Afewi, qui sera mon invitée dans un petit moment, juste après le live avec Moaz. Et on parlera justement de ces trois procès ou de ces trois plaintes qui sont portées contre elle en sa qualité de journaliste qui a fait son travail par et le ministère des Affaires religieuses et la personne du ministre des Affaires religieuses. Donc on parlera, on va revenir sur ces plaintes, sur cette persécution ou ce harcèlement des journalistes qui font leur travail sur la base du décret loi 54 au lieu de faire activer le décret loi 115 qui concerne entre guillemets toutes les erreurs, toutes les fautes professionnelles qu'on peut commettre en cours d'exercice de son travail. Et on parlera aussi cinéma avec le vice-président du syndicat indépendant des réalisateurs et des producteurs, Mohamed Ali Belhara. On parlera cinéma dans la troisième partie. Voilà. La première partie est consacrée au tour de table. Bonjour Moaz. Bonjour, ça va? Très bien, et toi? Très bien, très bien. C'est la fin Alors, du Ramadan, donc ben oui, on s'est j'allais te habitué poser la avec le question. rythme. J'allais te poser la question, on est quel jour au mois de Ramadan maintenant? On a fait 20 jours, 19 jours à peu 22, près? 22, 22, Waouh! Oh, exactement. 22e jour. Donc il ne nous reste pas beaucoup. Il nous reste à peu près Une 8-9 semaine, jours, une dizaine de jours une au grand semaine. maximum, si c'est 30 jours ou si c'est 29 jours. Donc voilà. On va reprendre donc le contact direct. On va se réunir Oui, directement après Ramadan. oui, oui. Mais franchement, D'accord. bon, à ce moment-là de la journée, bon courage. Donc pour toi, comment tu peux arriver à la CNJP avec cette circulation qui devient de Ah, ah. plus en plus insupportable en Je Tunisie, fais de mon malheureusement. mieux. Je fais de mon mieux. Et en plus, ça me fait quand même un moment sérieux où je prépare mes fiches, je prépare mon Très ordinateur, bien, mon très téléphone, bien, mon matériel. Je prends la route très vers bien, un endroit où je travaille. Par la suite, je rentre à la maison. Voilà. très bien. On va commencer avec l'ARP, moi, l'ARP, l'Assemblée des représentants des peuples, qui s'est installée depuis plus d'une semaine maintenant. Normalement, aujourd'hui, on aurait dû suivre la première assemblée générale de l'ARP, sauf que, surprise, il n'y a rien du tout, ni sur antenne, ni à travers la chaîne YouTube de l'ARP. Et la raison qu'on nous fait sortir, une panne technique. Juste avant cela, on a vu le grand problème, le tollé qu'a fait l'interdiction. Je ne sais pas si c'est une interdiction dévoilée, solennelle, ou c'est une interdiction indirecte des journalistes, de la couverture journalistique libre de tous les médias, des travaux de l'ARP. Monia Rafaoui, bonjour, elle est là. Je vais la recevoir dans si peu de temps après Une toi, moi. salutation à Monia et je lui souhaite bon courage. Moi, j'attends de passer Ainsi le bonjour. c'est Mohamed Bouralef. Salut. Donc, bon, c'est une interdiction, hein, c'est une censure claire, claire et nette. ML, bon, malheureusement, on a créé des habitudes. Je me rappelle très bien en 2011, donc, de la campagne qu'on a effectuée, Helm, pour l'OpenGov, pour avoir Pour l'Open accès Gov, justement, oui. à la constituante de 2011, avec un accès des journalistes
et un accès aussi pour les acteurs de la société civile. On se rappelle très bien, Amel, du travail d'El Baus qu'elle a effectué de 2011 jusqu'à 2019. On avait tous les chiffres de présence, d'absence de Exactement. députés. Qu'est-ce qui se Toutes passe ces dans les informations. commissions? Exactement. Malheureusement, là, on est en train de perdre tous ces acquis-là. Donc, se limiter à des médias publics pour faire la couverture donc d'une plénière qui est très très importante, où on va débattre une loi qui est très très importante du règlement intérieur du Parlement, le fonctionnement de cette structure législative votée directement par les citoyens et les citoyennes tunisiens. Donc, si le citoyen n'a aucun regard, et le regard, je suis désolé, c'est comme le match de football, c'est pas la caméra qui transmet le match, ce qui se passe sur le gazon. Il y a les coulisses, il y a les commissions, et tout ça a été effectué depuis 2011, un travail énorme de plusieurs journalistes et on a même on a créé même des étiquettes même entre nous. On sait très bien qu'il y a des journalistes qui se sont spécialisés dans l'affaire parlementaire. Donc, ils connaissent très, très bien les coulisses, qu'est-ce qui se passe, et c'est le droit du citoyen de ne pas voir uniquement la plénière officielle avec un média, une TV ou une chaîne radio officielle, mais c'est mon droit, comme étant tunisien, citoyen tunisien, d'avoir un feedback de ce qui se passe dans les coulisses, qui était présent, qui était absent, qui a sorti après 15 minutes de la plénière. Je veux avoir le maximum de déclarations de députés, ce qu'il n'y a pas au niveau de la diffusion officielle sur la chaîne, sur la chaîne TV. Mais malheureusement, au niveau de la première plénière d'élection de la présidence du Parlement, on ne sait pas qui a pris cette décision, mais cette fois-ci, c'est clair que c'est le président du Parlement qui a pris cette décision et qui a interdit l'accès aux journalistes. Mais malheureusement, c'est un point qui est négatif. On va voir comment ça va être la relation Parlement et journalistes au niveau du règlement intérieur, parce que c'est le règlement intérieur qui va réglementer, entre guillemets, mais je pense pas malheureusement, on est en train de chercher midi à 14 heures, donc tous les journalistes en Tunisie sont organisés, il y a les cartes professionnelles des journalistes, il y a les accréditations de la SNJT, donc qu'est-ce qu'on va créer pour voir si c'est un journaliste ou si ce n'est pas un journaliste? De toutes les façons, on est tenu de garantir deux règles, la pluralité et la diversité, ça d'un côté, et d'un autre côté, dans notre métier, dans l'audiovisuel, dans l'audiovisuel et dans le journalisme d'une manière générale, on parle de l'angle de vue, de l'angle du traitement du sujet, et comme il y a comment dire, la couverture de transmission, il y a d'autres sortes de couverture journalistique, dont Exact. l'explication, dans l'observation, dans la critique, dans les interviews, dans les reportages. Il y a beaucoup de façons de faire de notre métier et Exact. pas uniquement mettre 4 ou 5 ou 7 caméras qui sont concentrées sur ce qui se passe sous l'hémicycle, alors qu'il y a beaucoup d'autres sujets importants à traiter, effectivement, et le journaliste y fait son devoir de différentes manières, comme tu as dit. Aujourd'hui, il y a une panne technique, même les médias publics n'ont pas pu transmettre la Exactement. plénière. Exactement. Et là, bon, Et on n'a malheureusement, pas c'est. eu droit non Oui. plus à avoir la transmission sur la chaîne YouTube non plus. Hein. Exactement. Bon, et là, ça laisse poser des questions. Donc, est-ce que c'est une panne technique ou non? Franchement, moi, je suis pas pour la théorie du complot, mais quand on Non, a c'est un légitime de seul se média, poser des questions, moi. quand on a C'est un très seul légitime. média, et voilà, exactement. Donc, on se pose des questions. Et surtout Exactement. on se met une pression que ce Parlement-là doit être exemplaire par rapport au Parlement de 2019. On se met déjà une pression qu'il ne faut pas qu'il y a c'est-à-dire qu'il n'y aura pas des faits que nous avons vus, donc des disputes entre députés ou autre chose. Donc, bon, là, apparemment, on veut une photo clean, officielle. Donc, et voilà. D'accord. On passe à notre deuxième sujet, qui n'est pas très loin de toutes les façons. Ça traite aussi des journalistes, Moaz. Et les journalistes qui continuent à comparaître devant les inspecteurs de police, devant les juridictions, interpellés sur la base de plaintes portées par des officiels de l'État. Et là, je voudrais citer le cas de Monia Al-Arfewi qui s'est rendu
à la caserne du Gorgeni hier pour la troisième Pour la fois quatrième fois. consécutive. C'est la troisième plainte. Troisième fois. C'est la troisième plainte portée par le ministre des Affaires religieuses. Hier, elle était accusée avec un autre journaliste qui est Mohamed Bouraleb. Menia Arfewi, justement, a parlé de la saison de pèlerinage de l'année 2022 dans un article qu'elle a publié sur son journal, le journal dans lequel elle travaille, le journal Asabeh, avec des soupçons de malversation ou de mauvaise gestion de cette saison de pèlerinage. Bouraleb a parlé d'une voiture, d'une BMW X6 qui est mise à la disposition du ministère des Affaires religieuses et du ministre lui-même par la douane tunisienne. Il s'est avéré que c'est une voiture qui a été confisquée d'une manière illégale. C'est la voiture d'un citoyen et normalement il devait régler sa situation financière, sa situation justement financière. Avec, il y a des taxes à payer, à régler, et par la suite il devait récupérer sa voiture. Or, à sa grande surprise, il a trouvé que la voiture est devenue propriété du ministère des Affaires religieuses. Donc, on interpelle des journalistes, on les traîne devant les tribunaux et dans les postes de police sur la base du décret loi 54 et non plus sur la base du décret loi 115. Bon, moi, dès la publication du décret loi 54, donc j'ai écrit un article même qui a été publié avec un centre de recherche, parce que le décret loi 54 ML, il était censé d'être un décret loi pour protéger les Tunisiens envers les attaques de cybercriminalité. Et là, je suis ingénieur et enseignant en réseau et sécurité informatique. Je sais très bien comment, même dans d'autres pays, comment ce genre de loi il est rédigé ou comment il est interprété et exécuté. Mais malheureusement, le décret loi 54, c'est vrai qu'il y a des articles qui concernent la cybercriminalité et il y a des points louches aussi concernant même la cybercriminalité, concernant l'accès aux données personnelles des citoyens, sur la mobilité des citoyens et des cartes SIM téléphoniques, sur le sauvegarde des informations qui touchent les citoyens, mais comme Al-Bawsla, et j'ai beaucoup aimé donc ce qualificatif d'Al-Bawsla concernant l'article 24 du décret 54, c'est le cheval de Troie de ce décret-loi. Franchement, c'est un cheval de Troie, donc c'est du poison dans un texte de loi, et il sert franchement et clairement, et on l'a vu dès les premiers jours de son application, de limiter la liberté d'expression. Donc, on a commencé avec des hommes politiques. Des journalistes comme des citoyens de tout le monde. Exactement. Razi Chawish, il a été poursuivi sur la base de 54 suite à une plainte de la ministre de la Justice. Shaima Issa, elle a été accusée par l'article 54. Et là, il y a des journalistes. Ça a commencé avec Nizar Bahloul, avec un article qui a été publié, qui a critiqué donc, le travail ou la politique du gouvernement tunisien. Et là, on a Mohamed Bouraleb, Madame Arfewi, donc qui sont traités devant la justice. Comme tu as dit, même, on a les fameux décrets loi 115 et 116. Le journaliste Mouchava Rassouich, comme on dit, il peut y avoir des erreurs. Un journaliste peut se tromper, il peut diffamer, il peut publier de fausses informations, mais on a des textes de loi qui concernent ce travail journalistique-là. Là, on crée un article ou un décret loi avec un article qui peut où la condamnation peut arriver jusqu'à 10 ans de prison ferme pour un article, pour un avis publié sur Facebook. Et là, on l'a dit depuis 2011, on a eu des excès, on a eu de fausses informations, surtout sur la toile, sur Facebook, etc., même par des blogueurs, par des citoyens. Et qu'est-ce qu'on a dit? Vaut mieux avoir un excès dans un sens négatif d'expression, de liberté d'expression, mieux qu'un excès en censure
et condamnation de journalistes et de blogueurs. Mais là, vraiment, je pense que c'est une politique gouvernementale. Donc, une image que j'ai eue en lisant à chaque fois les plaintes portées par le ministre des Affaires religieuses, il me rappelle un personnage, peut-être que tu le connais très bien, ainsi que Mme Arfeoui, le personnage de Khattab Albeb, Nishkibik. Donc, il fait que, du feuilleton tunisien, il fait que porter plainte envers ses voisins. Là, le ministère des Affaires religieuses, apparemment, il n'a aucun dossier, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'urgence au niveau de son ministère. Et là, il ne fait que surveiller et attaquer des citoyens des citoyens, des journalistes devant la justice. Et là, Amel, bon, Madame Affaoui va parler certainement après. Je salue vraiment le travail effectué par la SNJT donc, durant ces derniers jours. Donc, le sit-in qui a été effectué, le travail effectué par les avocats, et je pense que c'est ce noyau de la société civile donc, qui ne va pas laisser les bras et qui va continuer pour vraiment qu'on ne fait pas des pas en arrière, malheureusement, concernant la liberté d'expression et concernant la liberté journalistique, parce que vraiment, nous, on travaille sur les radios, on travaille sur les médias, on travaille sur les réseaux sociaux, on sent vraiment qu'on a un couteau sur la gorge avec cet article 24, parce que n'importe quelle phrase ou n'importe quel mot peut être interprété et cet article 24 soit appliqué. Mais malgré là, je vois beaucoup de collègues, beaucoup de journalistes, beaucoup de gens qui font de l'analyse politique, qui continuent à faire leur travail et on va continuer à faire notre travail. Et je suis sûr que Mme Monia Akrei va continuer à faire son travail et Mohamed Bourhaleh va continuer à faire son travail. Je passe à une énième affaire Kasdar, l'ancien doyen de la faculté de Manouba, qui se voit retirer ces derniers jours le titre de professeur émérite par le conseil scientifique de la faculté à cause du fait qu'il se présente dans des tribunes internationales comme étant le doyen honorifique de la faculté de lettres, mais je pense que récemment il a participé à un colloque ou à une conférence dans laquelle a participé un universitaire venant d'une université de l'entité sioniste. Et ce n'est pas la Exactement. première fois qu'on évoque des dossiers pareils à l'égard du professeur Habib Kasdar. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas quel est le secret autour de tout ça. Bon, le secret, Ahmed, donc je vais revenir à l'origine du problème. Malheureusement, depuis des décennies maintenant, la Tunisie n'a pas tranché envers la normalisation avec l'État sioniste. On n'a pas défini c'est quoi la normalisation. C'est quoi la normalisation académique, c'est quoi la normalisation sportive, la normalisation politique, elle est claire, la reconnaissance de l'État sioniste, etc. Mais malheureusement, on n'a pas discuté, on n'a pas fait un dialogue sociétal pour vraiment définir la normalisation. Moi, je suis chercheur, enseignant universitaire. Pourtant, c'est bannir tout ça, toute forme de collaboration de loin ou de près avec un soupçon de sionisme. Oui, mais je vais exprimer certains points, peut-être que tu vas me comprendre mieux. Moi, je suis un académicien, c'est-à-dire je suis chercheur scientifique qui publie des articles dans des journaux scientifiques, qui participe à des conférences. Par exemple, pour un scientifique, si un scientifique aujourd'hui ne participe à aucune conférence, surtout dans le domaine des télécommunications, il ne va participer à aucune, parce que dans toutes les conférences, il va y avoir des Israéliens qui sont présents des universités. Bon, mais le problème, il est où avec cette conférence-là, Ahmed? D'abord, une partie de l'organisation, elle est faite par des universités israéliennes, de l'État sioniste, l'université de Tel Aviv et l'université de Haïfa. Donc, ils font partie de l'organisation, ça c'est le premier point. Et être panéliste, c'est-à-dire être le maître de cérémonie d'une session où il y a avec toi donc, des présentations et des panélistes donc, de l'université de Haïfa, l'université de Tel Aviv, ça c'est le problème.
Parce que je peux rester à une conférence avec 2000, 3000 chercheurs, il y a des Israéliens, je ne les croise pas, ils ne me croisent pas, je présente mon travail et je rentre, Oui, je m'en fous. Je vais pas limiter mes travaux scientifiques parce que sur 1000 participants dans une conférence, il y a 5 Israéliens. Donc, justement, c'est ces curseurs-là et ce dialogue-là. Qu'est-ce qu'on appelle normalisation et qu'est-ce qu'on n'appelle pas normalisation? Pour moi, franchement, et je connais plusieurs collègues, on ne participe pas à une session où il y a des Israéliens, parce que la session, il y a des échanges, il y a des présentations et tout, il y a un cas, pour moi, c'est de la normalisation académique. La même chose quand on parle de la revenons à normalisation Hitler. sportive. Oui, revenons au cas Justement, donc, de Hitler, justement. c'est une conférence qui est organisée par une association tunisienne à Paris. Donc, c'est-à-dire conférence qui traite donc la thématique des Juifs. On n'a pas de problème sur la thématique. Donc, l'histoire Mm. du judaïsme en Tunisie et les Juifs en Tunisie. Moi, je suis pour toutes les libertés académiques. Il n'y a pas un problème au niveau du sujet académique. Donc, c'est de la liberté. Donc, tu traites et tu travailles sur n'importe quel sujet, mais le problème qui a été évoqué par le syndicat des enseignants universitaires et chercheurs à Manouba et le conseil scientifique à Manouba, c'est la participation au niveau d'un panel avec des représentants d'universités de l'État sioniste et surtout participer à une conférence où l'État sioniste et l'université sioniste sont une partie prenante au niveau de l'organisation. Et ça, je pense que là, Donc, c'est ça le c'est détail, au fondamental fait, c'est ça. et indéfendable de participer à ce genre de sessions et à ce genre de conférences. Juste à titre d'exemple, parce que ce sujet pose toujours problème à l'université tunisienne. Je connais une personne, un grand professeur, je ne vais pas citer son nom, il a été fondateur d'une grande, vraiment, un grand journal qui est présenté, un journal scientifique qui est présenté lors d'une conférence annuelle qui a fait le tour du monde et il s'est abstenu et il n'a pas participé à 2 sessions parce qu'elle était organisée à l'État sioniste, malgré qu'il était le fondateur, il était tunisien, il était le fondateur de ce journal scientifique. D'accord. On va terminer avec le Pope, le pape qui a donné son discours de la messe du dimanche, comme chaque dimanche, sauf que la surprise le dimanche dernier est qu'il a évoqué beaucoup de pays qui passent par des moments de crise, par des moments critiques, dont la Tunisie. Et il a appelé à la solidarité avec les jeunes Tunisiens et il a adressé un discours, même 1 ou 2 phrases directes aux jeunes, à la jeunesse tunisienne, l'incitant à ne pas perdre l'espoir, à tenir bon, à avoir une volonté forte et avoir avec beaucoup d'optimisme l'espoir, avec beaucoup d'optimisme et d'espoir l'avenir. Voilà. Bon, il a prié pour la jeunesse tunisienne, pour l'anecdote. Le soir même, Ons Jebel a gagné le tournoi de Charleston de tennis. Donc, je pense que les Je prières, pense que c'est grâce à lui, grâce à les ses prières, bon, prières. juste pour plaisanter, mais c'était le jour même. Bon, malheureusement, bon, si le pape prie pour la jeunesse et tout, il n'y a pas de problème, mais le problème, c'est que la Tunisie devient aujourd'hui un dossier sur la table de toutes les forces internationales. On évoque aujourd'hui le dossier et la problématique de la Tunisie. On sait très bien le Vatican, il est où? Il est en Italie. On a vu c'est-à-dire l'acharnement italien envers la Tunisie concernant la migration clandestine, les discours de Meloni à maintes reprises qui a évoqué le sujet tunisien et elle a parlé du dossier tunisien entre guillemets. Le ministère des Affaires étrangères italien aussi, Tajini, qui a parlé pas mal de fois. Et là, on a le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, qui sera en Italie pour une visite officielle. Certainement, le dossier de migration sera là. Bon, et là, c'est tout le monde, un mec qui parle de la Tunisie, mais c'est vrai, ça nous a surpris de voir le pape prier. Il priait pour la Somalie, il priait pour la Syrie, il priait pour des pays, Pour pour l'Ukraine, l'Afghanistan, pour l'Ukraine et la qui Tunisie. est un pays en guerre.
Exactement. Le message, il est choquant, ça nous choque, ça nous touche. On se sent touché, quelle que soit notre position politique. Donc, pour nous, c'est une image ou un discours pour nous qui est un peu blessant. Donc, il faut le dire, de voir que la Tunisie. Je te pose la question, Moaz, est-ce qu'on peut considérer cela comme une sorte d'ingérence? Est-ce que il y a de l'exagération de la part de ces Occidentaux qui prétendent ou qui disent avoir se faire du souci du sort de la Tunisie? Est-ce qu'ils ne sont pas en train d'exagérer un peu quand même ou de s'immiscer d'affaires qui ne les regardent pas? Bon, je vais rester sur le pape tout d'abord. Bon, pour le pape, je ne pense pas que Restons sur le cas du pape. voilà, du pape d'abord. Je ne pense pas que pour le pape c'est une ingérence. Il n'a pas demandé grand-chose de qu'est-ce qu'elle doit faire la Tunisie ou les politiciens. Il a prié, donc il prie qu'il prie pour nous, mais c'est choquant. Mais cela reflète la scène politique et ce qui se dit sur les médias italiens, ML, parce qu'il y a un acharnement, une exagération des fois, une exagération des Italiens par rapport à la Tunisie, parce que pour eux, Meloni, le gouvernement d'extrême droite, le dossier principal pour eux, et elle a présenté des promesses devant le Parlement, même au niveau de la première session parlementaire, qu'elle va donc diminuer au maximum la migration clandestine. Donc, elle est redevable de résultats. Et là, c'est pas pour les beaux yeux de la Tunisie. Donc là, c'est une sorte d'ingérence. C'est des pays qui pensent, c'est sûr, à leur intérêt. Mais nous, est-ce qu'on a pu jouer certaines cartes diplomatiques et est-ce qu'on a démarré est-ce qu'on a une stratégie, comment on va gérer ces pressions-là? Les Américains aussi, ils sont en train de parler du rôle des militaires maintenant au niveau de la gestion de la politique en Tunisie, et c'est une ingérence claire, nette et claire, mais le pouvoir tunisien, qu'est-ce qu'il a préparé devant cette ingérence? Donc, si tu es isolé, comme on a dit la semaine dernière, si tu n'as pas de force politique avec toi, s'il n'y a pas une solidarité avec les structures fondamentales, les piliers du pays, comme le GTT, comme l'UTK, il n'y a pas un dialogue sociétal et il n'y a pas un schéma clair pour l'avenir de la Tunisie, surtout l'économie politique, économique et sociale. Il n'y a pas un programme d'une nation pour sortir de cette crise-là. Tu ne peux pas faire face malheureusement à cette ingérence et il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est une ingérence et il y a beaucoup de pression donc étrangères donc pour les intérêts. Donc les Italiens ils cherchent leur intérêt, les Américains leur intérêt, à nous de chercher notre intérêt. Et franchement, on voit des réactions même de certains députés qui sont très amateurs. C'est pas facile du jour au lendemain c'est pas comme si on va tourner de regard, on était en regard face à l'Europe, on va regarder la Russie et la Chine. C'est des stratégies qui se préparent durant des années. Nous, on a donné, donc on a fait malheureusement face et les yeux fermés à l'Afrique où la Tunisie pouvait être un hub et un switch entre l'Europe et l'Afrique. Malheureusement, aujourd'hui, on a un problème économique, on a un déficit budgétaire qui est très important de l'ordre de 16 milliards de dinars. Je pense qu'il y a une politique, c'est-à-dire économique, sociale et même politique pour résoudre ces problèmes à court terme, à moyen terme et à long terme. Et le discours populiste, malheureusement, il ne nous aide pas à sortir de cette crise-là. Effectivement. Merci beaucoup, Moaz. Merci. On se voit jeudi prochain. C'est pas l'Aïd de jeudi prochain. Non, c'est pas l'Aïd. C'est la veille de l'Aïd. C'est la veille de l'Aïd. Donc, on va se souhaiter Aïd Mabrouk en direct. Aïd Mabrouk jeudi prochain, exactement. J'espère qu'il y aura des bonnes nouvelles. Non, ça sera un air de fête, un air de Aïd. On espère qu'il n'y aura pas d'autres personnes, d'autres collègues devant les tribunaux. On l'espère bien. Tu sais quoi, on va passer la semaine d'ici jeudi prochain à faire comme le Pope, on va prier. On va prier, exactement. On va prier. Voilà. Allez, bonne journée, Moaz. Bonne journée, bon appétit. Bye bye. بعد شوي نرجع لكم مع زميلتنا منى عارفي اللي هي ضيفتي ومن بعد منى باش نحكيو على سينما مع سي محمد علي بن حمرة كما قلت هو نائب رئيس النقابة المستقلة للمخرجين والمنتجين. نرجع لكم بعد شوي.